Qu'est-ce que l'urbanisme culturel ? En quoi peut-il être un prétexte pour enquêter sur les territoires et co-construire des projets avec les habitants et les habitantes ? Je suis Frédéric Tribalo de l'agence Dixit et nous avons parlé de tout cela avec Agathe Otavi de l'agence Questa et Solène Champroy de l'agence ESOPA à l'occasion de la sortie de leur guide pour la co-construction d'un projet culturel municipal avec les habitants, dans le cadre du programme Territoire en commun de l'ANCT. Vous pouvez retrouver toutes nos publications et nos podcasts sur dixit.net. Bonne écoute! Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent, l'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle ? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And then perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public notait pour venir voir. Il s'agit du plan de sauvegarde demain. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Bonjour Agathe Otavi et bonjour Solène Champroy. Vous êtes tous deux urbanistes culturels et vous avez publié en novembre 2022 un guide pour la co-construction d'un projet culturel municipal avec les habitants et les habitantes. Ce guide est sorti dans le cadre du programme Territoire en commun de l'ANCT, l'Agence nationale pour la cohésion des territoires. Il s'agit d'un retour de vos expériences de terrain que vous avez capitalisées pendant 1 an sur 4 communes. Mantes-la-Jolie en région parisienne, Niort dans les Deux-Sèvres, Bourges dans le Cher et Guichen-le-Pont-Réan, en Ille-et-Vilaine. Alors, avant de revenir plus en détail sur ce guide, est-ce que vous pourrez d'abord vous présenter, mais aussi surtout nous expliquer ce qu'est finalement l'urbanisme culturel ? On n'est pas habitué trop chez Dixit à parler d'urbanisme culturel, donc est-ce que vous pouvez nous éclairer ? Bonjour, donc je suis Agathe Otavi, je travaille à Questa. Questa, c'est une coopérative d'urbanisme culturel qui est basée à Paris et à Rennes, et qui accompagne des collectivités ou des projets de territoire sur des démarches innovantes qui permettent de valoriser en fait le territoire, d'aller à la rencontre des habitants et d'associer les habitants à cette fabrique des territoires. L'urbanisme culturel, c'est une pratique, ce n'est pas un métier, c'est une pratique qui s'inscrit à la lisière de plusieurs disciplines. L'urbanisme, d'une part, l'ingénierie culturelle, la pratique artistique et tous les enjeux qui sont liés aux questions de participation, d'encapacitation citoyenne. Donc, ça peut aller de l'éducation populaire à la sociologie, l'anthropologie. Donc, c'est vraiment une pratique qui s'inscrit à l'émergence, au croisement de tous ces éléments-là, qui est une pratique émergente, qui a été qualifiée comme telle en 2018 au pôle des arts urbains à Saint-Pierre-des-Corps à Tours, qui a décidé, sur le constat qu'une série d'artistes, d'opérateurs culturels, d'urbanistes ou d'architectes mettaient en place des projets à l'interface de questions artistiques, culturelles et d'enjeux de territoire, a décidé de réunir ces opérateurs au sein d'une académie d'urbanisme culturel et de leur proposer de réfléchir à cette pratique collectivement. Aujourd'hui, donc ça fait 5 ans qu'on se qualifie ainsi. Ce qu'on constate, c'est que l'urbanisme culturel vise 3 objectifs qui sont ambitieux et qui ne sont peut-être pas atteignables tous les 3, mais il y a 3 objectifs qui sont visés par cette pratique-là. C'est d'accompagner le projet de territoire. Et quand je dis projet de territoire, ça peut être un projet d'aménagement très localisé, par exemple une place dans un village, ou un projet de grand territoire à une échelle de plusieurs communes. Donc c'est la question du projet de territoire, elle est très variable, les échelles sont très variables. Donc premier enjeu. Un deuxième enjeu qui est de favoriser cette encapacitation citoyenne, de favoriser, de donner du pouvoir d'agir aux habitants, aux acteurs, mais aussi de repenser les logiques de gouvernance entre habitants, acteurs, élus
maître d'œuvre, maître d'ouvrage, enfin voilà, de repenser des systèmes de gouvernance, donc un enjeu assez fort sur ces questions-là. Et un troisième enjeu qui est de produire des gestes artistiques qui sont situés, donc des projets artistiques contextuels qui prennent corps dans un contexte, dans un territoire et qui sont adaptés à ce territoire. Voilà un petit peu les trois enjeux. Donc, ce n'est pas toujours possible de les mener tous les trois, mais c'est un peu les trois enjeux que se fixe cette pratique de l'urbanisme culturel. Bonjour, moi je m'appelle Solène Champroy, je travaille dans une structure qui s'appelle ESOPA Production, qui est l'acronyme de Et si on prenait l'air. Nous sommes également une coopérative d'urbanisme culturel. Notre cœur d'action, c'est d'accompagner des enjeux de territoire, des enjeux de politique publique à travers une approche qui soit sensible, culturelle. Ce que je peux dire peut-être en complément de la présentation très claire d'Agathe sur ce qu'est l'urbanisme culturel, c'était de préciser un petit peu ces trois objectifs qu'a développé Agathe. Surprendre ces trois objectifs de l'urbanisme culturel permet d'accompagner un projet de territoire. Effectivement, ce qu'on constate, c'est que la culture, au sens très large, quand on dit culture, c'est pas juste l'artistique, juste les œuvres. C'est une démarche culturelle dans un sens anthropologique. Ça peut être, à un moment donné, une des réponses qu'on va apporter à des problématiques de territoire, qui peuvent être des problématiques d'espace, d'aménagement, mais qui peuvent être aussi des problématiques liées à d'autres politiques publiques, de transition écologique, de vieillissement de la population, d'éducation, d'autonomie et de questions plus sociales ou de grande précarité. Sur l'ensemble, en fait, de ces enjeux de politique publique, ce qu'on constate, c'est que la culture, elle est complètement transversale et qu'elle peut être une des réponses qui va contribuer à transformer les choses et prendre soin des territoires. Sur la participation citoyenne et plus globalement la capacité de coopération, d'enrichir les coopérations sur un territoire, là encore, une démarche culturelle, elle peut être une manière d'associer plus facilement les gens, d'adopter un vocabulaire qui va être peut-être moins technique, plus sensible et qui va permettre de faire dialoguer le technique, le politique, des citoyens dans toute leur diversité, y compris celles et ceux qui sont le moins peut-être habitués en fait à s'associer aux décisions qui concernent la société. Donc on va développer un panel en fait d'outils, d'approches, de situations qui vont permettre d'embarquer tout le monde. Et enfin, quand Agathe présente cet objectif de produire des gestes artistique comme étant un des objectifs effectivement de l'urbanisme culturel, on est là vraiment dans quelque chose qui répond au besoin de vivre des transformations plutôt que les raconter. En fait, il y a des choses, quand on parle de transition, de transformation des territoires, qui ne se racontent pas, mais qui doivent se vivre pour opérer de vraies transformations. Et pour vivre des choses, c'est l'expérience, c'est le sensible, et donc ce sont ces gestes artistiques qui vont pouvoir transcender ce qu'on raconte. Voilà, ça fait un peu doublon, mais je pense que on dit la même chose de plusieurs manières. Non, justement, c'est hyper intéressant d'avoir plusieurs regards là-dessus. Et puis, comme vous l'avez dit, c'est pas encore... Voilà, il y a différentes sensibilités au sein de l'urbanisme culturel. C'est une thématique finalement transversale. C'est pas transversal parce qu'on parle de culture, qu'on parle que de ça. Donc c'est bien d'avoir vos regards à toutes les deux. Justement, on va revenir un peu sur ce que l'urbanisme culturel permet, est une capacité à faire participer les différentes parties prenantes d'un territoire, et comment, au sein du programme donc Territoire en commun, comment vous avez proposé avec vos deux agences de mener des expérimentations adaptées à ces différents territoires, et comme tu le disais, Solène, quelle transformation vécue vous avez proposée sur ces territoires. Solène, tu peux commencer si tu veux. Oui, alors Territoire en commun, c'est un programme qui est porté par l'Agence nationale de cohésion des territoires, la NCT, et dont l'objectif, en fait, est de réunir plusieurs villes
Donc là, c'est les 4 villes que tu as citées tout à l'heure, autour d'un sujet commun. Donc, on a travaillé, nous, sur les politiques culturelles, travailler autour d'un sujet commun à travers une méthode participative. L'idée, c'est de se dire comment on travaille une politique publique sur un territoire avec une participation citoyenne sur, on va dire, une année, 2 années. Donc, nous avons été missionnés pour accompagner ces 4 villes qui sont volontaires sur la même année pour se lancer dans une telle démarche. Et l'objectif qui nous a été donné, c'est d'accompagner ces villes à déployer une méthodologie qui va permettre d'associer des citoyens à l'écriture d'un plan d'action pour la politique culturelle du territoire. Donc, l'idée, c'était de partir en premier lieu d'un diagnostic, d'un état des lieux, en fait, d'une enquête de territoire qu'on réalisait avec la collectivité et non pas nous, et à la fin, on mettait un rapport. On a vraiment outillé la collectivité. L'objectif étant d'autonomiser la ville et ses agents pour aussi que demain, s'ils décident de se lancer dans une telle approche sur un autre sujet de politique publique, qu'ils aient déjà les outils et les compétences. Donc d'abord, une phase d'enquête auprès de la population, des acteurs du territoire, une compréhension du territoire, et puis ensuite une phase de travail collectif pour écrire des plans d'action, c'est-à-dire de se donner un cap, de grandes orientations pour le projet culturel de territoire, et puis des chantiers, des idées de projets concrets qui pourraient être menés. On a également associé, dans une logique de recherche-action à cette démarche, des chercheurs, des experts, en fait, soit sur le champ de la participation citoyenne, soit sur le champ des politiques culturelles. Et peut-être je te laisse développer un petit peu comment on a procédé, Agathe. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, je pense que ce qui est très important dans ce que dit Solène, c'est que la commande de l'ANCT, c'était bien effectivement de produire des plans d'action culturelle en associant et en trouvant la manière d'associer les habitants. Mais en fait, ce qu'on s'est rendu compte en fait au fur et à mesure du travail, c'est que ce qui était intéressant, c'était plutôt comment on fait que sur quoi on aboutit, et qu'il y avait aussi un grand enjeu en fait dans la démarche qui était d'accompagner aussi les agents des collectivités dans cette transformation de posture. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important parce qu'en fait, on est aujourd'hui, notamment sur les politiques culturelles, si on prend cette question-là, c'est un changement de paradigme énorme, en fait, de se dire qu'on fait avec les habitants et non pour les habitants, qu'on compose avec eux une politique culturelle et non qu'on leur propose un certain nombre de propositions artistiques choisies par des experts ou de formation de pratiques culturelles encadrées par des intervenants. C'est quelque chose qui est très important. En fait, c'est un changement de paradigme très fort et qui peut créer aussi, je pense, de la perte de repères et un peu de la souffrance aussi pour les agents des collectivités. Et donc, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y a ce travail avec les habitants, il était au cœur de la démarche, mais c'était peut-être encore plus et avant tout d'outiller, comme le dit Solène, les collectivités à transformer leur posture. Donc, effectivement, une première phase d'enquête, et on aime bien ce terme d'enquête aussi par rapport au diagnostic, quelque chose d'un peu plus détaché du territoire. L'enquête, c'est bien de rentrer les deux pieds dans un contexte et d'embarquer les personnes à regarder ensemble leur territoire. Donc, cette première phase d'enquête, elle a duré à peu près 6 mois et elle s'est déployée de multiples manières. Donc, un dispositif assez classique a été mis en place, qui était un questionnaire en ligne qui seul n'a pas beaucoup d'intérêt, mais qui a le mérite, quand il existe, de pouvoir avoir une trame de questions précises à poser aux personnes et de toucher certaines personnes qui ne sont pas, qu'on ne voit pas sinon. Mais ce questionnaire, donc on l'a mis sur les sites des villes, mais on l'a aussi activé
de plein de manières différentes, dans plein de lieux différents, avec effectivement les agents des villes, avec des acteurs relais, des personnes qu'on a souhaité embarquer, qui ont souhaité aller dans cette aventure. Et donc, on est allé sur les marchés, dans les EHPAD, devant les cours d'école, dans les galeries marchandes, dans les centres sociaux, etc., etc., et dans plein d'endroits différents. Et ce qui a été intéressant, c'est encore une fois de le faire avec les agents de la culture qui, pour certains, et on a mis des témoignages de ce sens dans le guide, étaient en fait assez déroutés dans un premier temps et en même temps très enthousiastes de finalement rentrer au contact des personnes. Donc ça, c'était un des premiers outils qu'on a déployé. Deuxième enjeu, deuxième outil, et c'est extrêmement important aussi, interroger les habitants au sens large sur les politiques culturelles, ça n'a pas beaucoup d'effet ni d'intérêt. C'est-à-dire que, alors là, il y a eu la semaine dernière à Nantes, tu es à Nantes, donc voilà, c'est intéressant de le savoir, il y a eu les rencontres des BIS à Nantes sur le spectacle vivant. Donc, c'est tous les acteurs de scène nationale qui se retrouvent sur le spectacle vivant et ils tirent le constat un peu de façon un peu désespérée que moins de 3% de la population active, adulte, à fréquenter ou fréquente des espaces de théâtre. Donc, on voit bien que le sujet, c'est pas tant de les questionner sur uniquement les politiques culturelles, mais bien sur qu'est-ce que c'est que leur territoire. Et ça, tout le monde a des choses à dire, y compris ceux qui sont éloignés, ce qu'on appelle, dans un jargon plus culturel, les publics éloignés de l'offre culturelle. Les gens, ils ont toujours des choses à dire en bien ou en mal, mais il y a des attachements qui se font par rapport au territoire. Et c'est vrai que nos questions, elles portaient beaucoup sur le territoire. Et on a eu parfois du mal à faire comprendre, notamment aux élus de certaines villes, aux directeurs de la culture, que oui, en fait, on allait interroger les gens, par exemple, sur comment ils se déplaçaient dans leur territoire. Vous nous disiez, mais non, mais c'est pas du tout une question culturelle. Ça n'a rien à voir, c'est pas du tout une question politique culturelle. Si, en fait, ça peut être aussi une question politique culturelle. Et donc ça, c'est vraiment extrêmement important. C'était comment sur quoi on a interrogé les gens. Donc, effectivement, interroger sur le territoire, sur ce qu'on aime, mais aussi sur ce qu'on fait, sur les loisirs, sur ses activités. Et de reprendre ce terme de loisir aussi, il est intéressant, en fait, de pas seulement parler d'activités culturelles, mais de reprendre, ou de pratiques culturelles, mais aussi de reprendre, c'est quoi vos loisirs, qu'est-ce que vous aimez faire, avec qui, comment, où. Donc, c'était vraiment interroger vraiment à partir des personnes, de ce qu'elles font, de comment elles vivent leur territoire. Et ça, c'était un point important. Et suite en fait à cette grande enquête qui a pris ses multiples formes, on a eu un certain nombre de résultats évidemment, de corpus, de verbatim, de toute une série d'éléments. Et ces éléments-là, on les a analysés aussi collectivement. Et encore une fois, c'est toujours cet enjeu sur comment on accompagne le changement de posture des collectivités. C'est-à-dire que c'est pas nous, bureau d'études, consultants, qui avons dit, voilà ce qui ressort de votre territoire, les plus de 30 ans, ils veulent tel type de lieu, les moins de 30, voilà. Non, c'est pas ça qu'on a fait. C'est qu'on a regardé tout ce matériau en associant les agents des villes, les personnes relais qu'on avait embarquées, et on a collectivement tiré un certain nombre de constats. Et ça, c'est important. Encore une fois, je pense pas qu'il y ait de l'objectivité aussi dans la manière de regarder un matériau. On fait aussi avec ses subjectivités, et donc d'avoir une diversité de subjectivités, ça donne aussi une certaine lecture plurielle d'un territoire. Donc ça, c'était cette deuxième étape. Et suite à ça, on a tiré un certain nombre de défis, de chantiers qui nous semblaient importants pour la ville, et on est allé les travailler à nouveau avec les habitants. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est important. C'est-à-dire qu'on aurait pu s'arrêter là, et aujourd'hui, on voit que timidement, on commence à avoir un certain nombre de diagnostics culturels, d'enquêtes culturelles pour repenser les politiques culturelles. Ça, on le voit sur différents territoires en France, et c'est timide encore, Mais souvent, on s'arrête à, ça y est, on a un diagnostic, on s'arrête là, et puis maintenant, nous, ingénieurs de la culture, opérateurs, programmateurs, élus, on va penser des projets culturels qui parleront aux habitants. Non, là, c'était aussi de continuer à formuler ces plans d'action avec les habitants. Et donc ça a été la deuxième phase de notre travail qui a duré à peu près 6 mois. C'est hyper intéressant, tous ces liens qui se font de transversalité, mais aussi, comme tu l'as dit, de subjectivité dans l'enquête, dans l'enquête, mais aussi dans l'enquête que les gens font de leur territoire, qui finalement, en fait, ramène des visions plurielles et permet ensuite de faire ensemble collectivement.
Et Agathe, tu l'as souligné très vite, en fait, on parle plutôt d'accompagnement et de développement d'outils à mettre en place sur le territoire. Donc, en parlant de ça, revenons à votre guide qui est donc plein de conseils très pratico-pratiques, voilà, ancrés sur le terrain, mais aussi de témoignages d'élus, de techniciens, de techniciennes, d'habitants, d'habitantes, pour que vous puissiez montrer aussi leur regard. Alors, d'où est-ce que vous avez eu cette volonté de capitaliser pourquoi, voilà, qu'est-ce qui vous a fait envie dans le fait de monter un guide sur les projets culturels collectifs que vous présentez un peu comme une boussole finalement de coopération culturelle? En fait, ce qui était intéressant dans cette expérience, c'est qu'on l'a mené sur 4 villes en même temps, on l'a dit. Mais après, quand on est plongé dans le territoire, on est plongé dans un territoire et dans un contexte. Et ce qu'on a apprécié, c'est qu'en fait, on a pu faire des remontées à la fois au niveau de notre équipe, donc Questa ESOPA avec les chercheurs associés pour partager ce qui se passait sur les terrains, s'extraire du très contextuel, mais pour en tirer en fait un peu des questionnements, des interrogations, des doutes. Voilà, on a des remontées un petit peu en généralité ou des thématiques en fait. Donc c'est ça qui nous a intéressés, et de le faire en équipe restreinte, mais aussi avec les 4 collectivités. Et là encore, c'était quelque chose d'extrêmement enrichissant pour ces collectivités. C'est des moments qu'elles ont adorés, parce qu'en fait, pouvoir partager l'expérience qu'on est en train de vivre avec d'autres qui vivent en même temps cette expérience-là, mais dans des réalités contextuelles différentes, parce qu'on est quand même sur 4 communes, vous l'avez rappelé, qui sont très différentes, entre Mantes-la-Jolie, par exemple, et Guichin, qui est une petite commune rurale, rurale périurbaine au sud de Rennes. On est sur des réalités extrêmement différentes, et pourtant, on avait des choses à se partager. Donc ça nous a semblé extrêmement intéressant. Or, nous, dans la mission que nous avait confiée l'ANCT, l'objectif, c'était bien d'atterrir sur des plans d'action pour chacune des villes. Mais on trouvait ça un peu mince, et on se disait, mais où est-ce qu'on va relater toute cette expérience, tout ce qui s'est passé, et qui n'est pas seulement d'aboutir à ce plan d'action, mais bien ce qu'on a traversé, les étonnements, nos interrogations, les outils qu'on a mis en commun, et comment on va pouvoir partager ces éléments-là. Et à un moment, on s'est dit, il faut qu'on capitalise ça dans un document, et on s'est rappelé une phrase que quelqu'un nous avait dit dans un atelier, qui nous avait dit, mais en fait, il nous manque la boussole de la coopération, on ne sait pas très bien par où on va. Et on s'est dit, tiens, bonne idée, mettons en place cette boussole pour se dire, c'est quoi en fait de monter un projet comme ça, avec qui ça se fait, comment, où, suivant quels moyens. Et donc, on va inventer comme ça cette boussole de la coopération et relater à partir de cette boussole toutes les expériences qu'on a vécues, les doutes, les échecs, les réussites qu'on a pu traverser pendant ce projet. Effectivement, en complément de ce que développe Agathe, c'est que le point d'arrivée, si on peut dire, de ces accompagnements-là, c'était des plans d'action. Donc, on arrive vite sur du projet concret, alors que justement, on réalise que ce qui est vraiment partageable et ce qui va rester dans les collectivités, c'est aussi cette expérience-là. Et c'est un ensemble, en fait, de questions à se poser, de réflexes à avoir, d'échecs. Il y aura toujours des échecs, et nous, on est vraiment pour tirer des enseignements et valoriser les échecs pour les dépasser, et puis pour se rappeler que ça fait partie des projets. Mais on n'est jamais pour donner des boîtes à outils toutes faites et dire voilà comment on a fait ça, vous pouvez le réutiliser, et c'est comme ça qu'on fait. Par contre, effectivement, partager des questions à se poser, des réflexes à avoir tout au long du projet, et même bien en amont, jusque bien après la fin, on va dire, du diagnostic ou des plans d'action. C'est ça qui nous paraît effectivement vraiment très, très important, en fait. Alors, c'est un guide qui est à destination de projets culturels, d'urbanisme culturel, mais en fait, finalement, quand on le lit, on voit que ça peut s'appliquer à bien d'autres cas, qu'il y a plein de conseils qui peuvent fonctionner dans d'autres expériences sur la façon dont on travaille, dont on enquête, dont on va à la rencontre d'un territoire pour expérimenter. Je pense par exemple à des enjeux, à des questionnements que vous avez posés sur la posture,
qui peut être la posture à la fois en effet d'un technicien ou d'une technicienne de collectivité, mais aussi d'un consultant, d'un urbaniste, qui peut se retrouver à la fois comme médiateur, enquêteur, animateur, mais aussi pirate, comme vous avez dit parfois. Donc voilà, il y a aussi ces questions de posture qui s'appliquent dans plein de projets différents, aussi ces questions d'échelle ou même de valorisation de l'existant. Valorisation de l'existant sur ce qu'il y a déjà, par exemple, culturellement, associativement sur un territoire, mais on pourrait se poser la même question quand on regarde les bâtiments, par exemple, ou ce qui existe déjà sur l'espace public. Donc finalement, ça s'applique à plein de situations. Qu'est-ce qui vous paraît, selon vous, quels enseignements vous deux différemment aussi, ou vos équipes différemment, avez gardé de ce guide? C'est quoi les principaux enseignements? Qu'est-ce qui vous paraît le plus important? Alors, ce qui nous paraît important là-dedans, effectivement, comme vous dites, ça peut s'appliquer à plein, comme tu dis, ça peut s'appliquer à plein de choses. Mais je pense que ça, c'est justement un petit peu la spécificité aussi de notre approche et de notre pratique d'urbanisme culturel. C'est-à-dire que jusqu'ici, en fait, on peut un peu le rappeler, les politiques culturelles, c'était pas les premières à venir un peu chercher du côté de cette pratique-là. Et qu'elles sont aujourd'hui confrontées à des problématiques multiples et accentuées depuis la crise du Covid, je pense notamment sur des enjeux de fréquentation, de renouvellement des publics, etc. Donc, du coup, tout d'un coup, elles se disent, mais oui, mais en fait, peut-être qu'il faut qu'on regarde un petit peu différemment les choses. Et je pense que nous, on a développé ces pratiques-là beaucoup sur des problématiques d'urbanisme, d'aménagement, mais aussi, comme le rappelait Solène, sur d'autres politiques publiques. Et donc, finalement, les outils, ils sont les mêmes, c'est-à-dire comment on regarde collectivement un territoire, comment on dégage des enjeux, des problématiques et comment on intervient, et là encore, de façon collective, on formule des réponses en fait collectives à ces problématiques. Donc oui, ça peut tout à fait être applicable à d'autres politique publique, et c'est aussi le sens de ce guide. Mais néanmoins, nous, ce qui nous a aussi intéressé, c'était aussi de l'adresser aux acteurs de la culture. Et qui souhaitent en fait aujourd'hui peut-être engager de telles démarches. Donc c'est vrai qu'on a aussi envie que on a aussi fait ce guide pour que les acteurs culturels dans les collectivités regardent ça attentivement et se disent tiens, peut-être qu'on peut aussi repenser nos politiques à l'aune de ces pratiques qui sont un petit peu différentes et qui vont un peu plus hors les murs, un peu plus au contact des gens. Ouais, moi je retiens aussi ça, que finalement ce guide, comme tu le disais, c'est des questions et une approche qui peut s'appliquer à plein d'autres politiques publiques, à d'autres secteurs. Et finalement, c'est un petit peu à l'image de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de la culture et dans les politiques culturelles, c'est-à-dire que il y a quand même un vrai changement de paradigme où pendant longtemps les politiques culturelles étaient très centrées sur les équipements, les œuvres, et vraiment à part. Et là, on sent tout le potentiel d'une politique culturelle qui est transversale, qui est territorialisée et qui se construit à partir, comme les autres politiques publiques, à partir d'une association des forces vives du territoire, à partir d'une enquête sur qu'est-ce que c'est que ce territoire dans son ensemble, dans sa globalité et sa pluralité. Et peut-être que je retiens, moi, c'est que c'est un guide qui invite quand même vraiment à regarder les choses sur le temps long, et qu'on ne peut pas se contenter de se lancer dans un diagnostic, l'écriture d'un projet sur un an et demi et se dire voilà, maintenant on met en œuvre, on a tout compris et on y va. C'est vraiment une logique, une posture qui est à chaque étape de se poser les questions, d'associer, de réfléchir ensemble collectivement et de tout au long, vraiment sur le temps long, de faire des connexions et de se dire que c'est pas seul dans son coin qu'on va pouvoir apporter des réponses aux enjeux des territoires, mais vraiment en se mettant en service les uns les autres et en pensant ensemble à comment appréhender les enjeux de demain. Et peut-être juste si je peux ajouter, je pense qu'il y a un enjeu vraiment fort, et ça pour le coup c'est valable sur toutes les questions de participation, mais c'est d'être transparent avec les gens, de pas avoir peur, de
voilà, de pas être inquiet en fait en se disant on peut pas dire ça parce qu'on n'est pas sûr qu'on peut le faire, etc. Enfin, on pense vraiment sincèrement que plus on est transparent, plus on est dans la logique de coopération, plus on peut agir sur des enjeux de démocratie. Et je pense qu'en fait, au cœur de ce guide, il y a vraiment cette question de la démocratie qui est quand même aujourd'hui un peu fragilisée et qui est pourtant un enjeu majeur de notre société. Et ce dont vous parlez, finalement, ça revient beaucoup dans les discussions qu'on a avec différents professionnels de la fabrique urbaine, ce besoin du temps long et de faire collectif, de faire avec toutes les différentes parties prenantes, et donc évidemment les habitants et les habitantes, qui prend du temps, en effet, mais qui justement, il serait peut-être temps aussi des fois de ralentir et de voir tous ensemble plutôt que d'être toujours dans cette urgence, même si le contexte nous paraît aller un peu trop vite. Voilà, il y a aussi cette nécessité de revenir sur du temps long. On mettra évidemment donc le guide dans les liens de la description du podcast, bien sûr. Mais pour aller plus loin sur l'urbanisme culturel, est-ce que vous auriez des conseils de lecture ou des conseils de projets, de performances que les auditeurs et les auditrices pourraient aller regarder pour prolonger la discussion? Alors moi, je pense que j'ai une proposition d'un projet artistique à vous faire, parce que qui peut parler justement, vous travaillez sur les questions d'urbanisme circulaire, donc vraiment dans cette idée de faire la ville avec la ville, sur la ville, avec les matériaux de la ville, etc. Et dans cette académie de l'urbanisme culturel dont je vous parlais, il y a un artiste qui s'appelle Stéphane Chanclan, qui est un artiste plasticien, donc qui vient plutôt que c'est une formation de plasticien, et qui travaille depuis des années avec la ville, avec ses matériaux, avec le chantier, et qui fait du chantier un acte artistique. Et après avoir travaillé pendant plusieurs temps sur une démarche qu'il appelait Trans 305, avec une démarche de haute qualité artistique et culturelle appliquée au chantier de HQAC. Il a inventé en fait il s'est dit mais qu'est-ce qu'on peut faire avec tous ces matériaux, toutes ces destructions quand on construit une nouvelle ZAC ou un nouveau quartier. Voilà, ça génère beaucoup de matériaux, etc. Il a inventé à partir de ces matériaux un marbre d'ici, donc D'(ICI), donc voilà, et donc il fabrique avec un processus participatif qui associe des associations, des habitants, des enfants, etc. Il fabrique un marbre qui est composé avec les matériaux qui ont été récupérés sur un chantier et qui peut du coup à nouveau habiller des places, des espaces publics, des mobiliers urbains, etc. Et je trouve que c'est un assez joli projet en fait par rapport à ce qu'on se raconte sur cette manière dont voilà il va accompagner un projet de transformation, donc là en l'occurrence d'aménagement. Il va produire un geste artistique qui va être vraiment spécifique et il va aussi accompagner les habitants à la fabrique de la ville. Voilà. Alors moi, je veux bien vous partager, c'est pas une ressource à lire, mais plutôt un projet, là encore, enfin une démarche qui décale un petit peu par rapport justement à ces croisements entre culture et urbanisme-aménagement, mais qui est un exemple aussi de ce que peut porter l'urbanisme culturel. Alors c'est un programme de recherche-action qui s'appelle Vieillir vivant, et qui a pour vocation de mettre le sujet du vieillissement sur la place publique, de renouveler les imaginaires du vieillissement et d'accompagner des politiques publiques, des projets de territoire qui prennent en compte ces questions. Le point de départ de ce programme de recherche-action, c'est de se dire que finalement, et ça va faire lien à la ville, vous allez voir, finalement, aujourd'hui, le grand âge est considéré bien souvent comme, on va mettre les personnes âgées à l'écart, alors que ce programme-là cherche plutôt à dire que les personnes âgées, c'est une ressource, c'est un existant à partir duquel on va pouvoir construire des choses. Et donc, dans ce programme, on part d'enquêtes exploratoires sur des territoires et on vient questionner avec l'ensemble des personnes concernées en transversalité. Donc, ça mobilise tous les secteurs, on va dire, de l'action publique et des acteurs de terrain. On va pouvoir venir s'interroger sur comment on va vieillir demain, comment on va habiter, comment on va s'alimenter, comment on va répondre à nos besoins à travers la création de nouveaux services, comment on va penser l'aménagement des espaces verts,
Donc c'est voilà, une manière aussi de se dire comment une approche plurielle va pouvoir solliciter tous les champs de l'action publique. Et peut-être pour finir, une invitation à venir les 6 et 7 avril à Brest, au RIM. Donc les RIM, c'est les rencontres intermondes des nouveaux modes de faire en architecture et en urbanisme qui sont organisées par toute une série d'acteurs. Donc nous, on en fait partie, plutôt d'acteurs du monde de la culture. Ces rencontres, elles auront lieu au Capucin et au Fourneau à Brest. Et l'idée, c'est de travailler cette année sur le thème de la trame. La trame qui s'attrape aussi bien du point de vue du récit, de la littérature, des enjeux de représentation et d'esthétique, que du point de vue de l'urbanisme, du paysagiste, de l'architecte. Voilà, donc on a trouvé que c'était un terme qui était très intéressant à travailler. Donc ce seront le 6 et 7 avril à Brest. Merci beaucoup Agathe, merci beaucoup Solène pour cet échange. Pour nos auditeurs et nos auditrices, vous pourrez retrouver donc le guide pour la co-construction d'un projet culturel municipal avec les habitants, ainsi que toutes les références qui ont été citées dans les liens du podcast. Et du coup, je vous dis à bientôt à Brest, début avril. Merci encore.